expertise avec un public d'entreprises et de diplômés de l'école. Ce soir, nous avons le plaisir et la chance d'accueillir Jean-Philippe Renard, professeur à Grenoble École de Management, économiste et informaticien, qui va nous parler du Darknet et éclaircir le phénomène, quels sont donc ses usages, ses apports. Il vient de publier un ouvrage sur ce sujet aux éditions Ellipse. Bien, bonsoir, merci d'être venu à cette conférence sur le Darknet. On me demande d'éclaircir le Darknet, je ne sais pas si elle l'a fait exprès, mais je vais essayer de vous faire comprendre de ce dont il s'agit. Le principe étant que le Darknet actuellement est très mal connu, très mal présenté, fait l'objet de fantasmes multiples et variés. Donc il s'agit pour moi de vous expliquer ce qu'il en est réellement. On va voir un certain nombre de points. D'abord, je vais vous expliquer ce que c'est que le Darknet, histoire que vous ayez quand même une perception beaucoup plus précise du phénomène. Je vous expliquerai ensuite, relativement rapidement, parce qu'on n'est pas dans une conférence technique, comment ça marche, mais il est intéressant que, sans aller dans les détails techniques, vous ayez une perception du mode de fonctionnement de cet outil. Comment ça s'interface à Internet et comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que l'on fait pour être anonyme. Je passerai ensuite rapidement sur les principaux Darknet. Que sont les principaux Darknet? Parce qu'il n'y a pas un Darknet, mais des dizaines de Darknet différents. Et enfin, je m'arrêterai surtout sur cette partie-là. À quoi ça sert? Qui est-ce qui utilise le Darknet? Pourquoi est-ce qu'on l'utilise? Quels sont les objectifs des utilisateurs? Et vous verrez que c'est infiniment plus varié que ce que l'on pense. C'est évidemment un outil au service des milieux interlopes, c'est le lieu où on trouve de nombreux marchés noirs, mais c'est aussi un outil au service de la préservation de la liberté, et c'est, dans une mesure un peu différente, un outil au service de la préservation de la vie privée. Alors, Darknet, qu'est-ce que c'est? Les premières définitions, elles datent du début des années 2000. La définition de Biddle, que j'ai reprise ici, est souvent considérée comme étant la définition séminale, même si Darknet est plus ancien que 2003. C'est les chercheurs de Microsoft qui, s'intéressant aux échanges de fichiers sous copyright évidemment, ont commencé à s'intéresser au sujet. Pour eux, un Darknet, c'est un sous-réseau d'Internet. Qu'est-ce qu'on appelle un sous-réseau d'Internet? C'est un espace au sein duquel les ordinateurs sont reliés via des protocoles spécifiques. Un protocole dans Internet, c'est rien d'autre qu'une langue. Je parle français, vous parlez anglais, vous parlez chinois, les Chinois comprennent les Chinois, les Français s'efforcent de comprendre les Français, là c'est la même chose. Un protocole, c'est rien d'autre qu'un langage. Un Darknet, c'est un réseau d'Internet, un sous-réseau d'Internet qui utilise des protocoles spécifiques, qui donc utilise une langue spécifique, qui n'est compréhensible que par les autres membres du Darknet. Ça s'appuie sur Internet, ça utilise des protocoles spécifiques, et évidemment, c'est un système pair à pair. Alors, très rapidement, quand vous vous connectez sur le site de votre quotidien préféré, on est dans ce qu'on appelle une structure client-serveur, c'est-à-dire que votre PC se connecte au serveur du Monde ou de je ne sais quel autre journal, lequel serveur, lequel grappe de serveurs, en fait, ce pas des serveurs uniques, vous renvoie l'information. Vous avez une structure centrale qui ensuite diffuse l'information vers vous, l'utilisateur. Un réseau pair à pair, vous avez tous entendu parler de Napster, vous avez tous entendu parler de Gnutella, de tous ces grands réseaux pair à pair. C'est un réseau au sein duquel il n'y a pas vraiment de distinction entre serveur et client. C'est-à-dire qu'un utilisateur, un PC, moi, quand je me branche, je suis à la fois consommateur d'informations, c'est-à-dire que je récupère de l'information sur le réseau, mais je suis aussi serveur, c'est-à-dire que l'information circule aussi par mon PC pour être diffusée aux autres utilisateurs. La différence est fondamentale. Un réseau centralisé, c'est un réseau que je peux contrôler. Si je veux fermer le site de l'eBay, j'ai les moyens techniques, on a les moyens techniques de fermer les serveurs de l'eBay. Fermer un réseau pair à pair, c'est extrêmement difficile, puisque vous ne pouvez pas distinguer entre les milliers d'utilisateurs qui sont simultanément connectés, il faut en fait tous les bloquer en même temps. Donc, cette notion de pair à pair, donc de décentralisation, est fondamentale. Maintenant, le côté technique, il est secondaire. Il est secondaire parce que le Darknet s'incarne, du moins c'est comme ça que je l'ai défini, et c'est comme ça qu'il est perçu au sein du grand public. Il s'incarne d'abord dans son usage social. La particularité du Darknet, c'est la quête de l'anonymat. Je suis sur un Darknet à partir du moment où j'ai besoin, où je souhaite être anonyme. Je ne souhaite pas
que l'on puisse m'identifier. Vous savez, quand vous allez sur Internet, votre fournisseur d'accès, mais aussi tout un tas de prestataires marketing, et autres d'ailleurs, savent parfaitement ce que vous faites. Les échanges sur Internet sont des échanges ouverts. Internet a été conçu à l'origine comme un système ouvert. Si on veut rester anonyme, si l'on ne veut pas que l'on puisse savoir que l'on va sur tel ou tel endroit, on va devoir, à tel ou tel endroit, on va devoir utiliser un réseau anonymisant, c'est un darknet. Donc j'ai défini le darknet comme un sous-réseau d'Internet qui utilise des protocoles spécifiques, mais qui surtout intègre nativement des fonctions d'anonymisation. Si je suis sur le darknet, on ne peut pas savoir que c'est moi. On peut savoir qu'il y a quelqu'un, c'est pour ça qu'on connaît les volumes échangés sur les darknets, mais on ne peut pas savoir qui est ce quelqu'un, qui sont ces quelqu'un. Il existe des tas de darknets différents, c'est pour ça que j'ai aussi défini le darknet avec un D majuscule. Vous savez, on définit Internet avec un I minuscule comme étant le réseau, et Internet avec un I majuscule comme étant le contenu de l'Internet. J'ai défini le darknet dans son ensemble comme étant l'écosystème formé par l'ensemble des darknets, mais aussi des outils de préservation de la confidentialité. Il faut comprendre que l'anonymat et la confidentialité, ce n'est pas la même chose. Si je suis un lanceur d'appel d'alerte, je dois être anonyme. Je ne veux pas que l'on puisse me repérer. J'ai diffusé des informations que j'avais pas forcément le droit de diffuser. Je veux que ces informations soient connues, donc elles ne sont pas confidentielles. Par définition, quand Deltour a sorti, je prends cet exemple parce qu'il est récent, a sorti les LuxLeaks, il voulait que l'information soit connue. Mais le principe est que pour éviter les poursuites, on va chercher à rester anonyme. Inversement, en entreprise, quand je communique avec tel ou tel service, j'ai besoin que mes informations soient confidentielles. Confidentielles, ça veut dire que les autres ne peuvent pas les lire, elles sont chiffrées. Mais je n'ai aucune raison d'être anonyme. C'est parfaitement que je communique avec le labo de R&D, que je communique avec mes services commerciaux. Je n'ai pas de raison de me cacher. Tout ce que je veux, c'est qu'un tiers ne puisse pas accéder à ces informations. C'est la notion de confidentialité. Donc c'est deux notions qui sont différentes. Dans le darknet, on associe ces deux notions. C'est-à-dire que l'on navigue sur un réseau anonymisant et, de manière très générale, on navigue de manière confidentielle, c'est-à-dire que les échanges que l'on va avoir sont des échanges chiffrés. Alors très rapidement, parce qu'il y a un fantasme énorme là-dessus, le Deep Web, c'est pas le Darknet. Le Deep Web, c'est la partie d'Internet qui n'est pas indexée. Pourquoi je m'y arrête? Parce que dans les raccourcis dont ils sont familiers, les journalistes nous expliquent que le Darknet est des centaines, voire des milliers de fois plus gros que le web ouvert. C'est une vaste fantaisie, ça n'a aucun sens. Le Deep Web, c'est ce qui n'est pas indexé. Donc évidemment, le Darknet, qui en est la pointe extrême, n'est pas indexé non plus. Mais le volume global du Darknet est absolument minuscule au regard de l'Internet classique. Comment ça marche? Alors sans rentrer dans les détails techniques, ça m'intéresse de comprendre les mécanismes fondamentaux. Les darknets sont basés sur un concept qui a été proposé dès le début des années 80 par David Chaum, qui s'appelle le mixnet. On utilise des relais, c'est-à-dire que, là je n'ai mis qu'un seul relais, mais dans la pratique on va utiliser tout un ensemble de relais. C'est-à-dire que, imaginons, je reste pour le moment sur le clear web, que j'utilise Tor pour aller consulter le site du Monde. Pour une raison quelconque, parce que je suis en Chine, parce que je sais quoi, je ne veux pas que l'on sache que je vais consulter le site du Monde. Eh bien, au lieu de connecter mon PC directement sur le serveur du quotidien en question, ma requête va rebondir de relais en relais, chacun de ces relais ne connaissant que son prédécesseur et son successeur immédiat, de manière à ce qu'on ne puisse pas remonter jusqu'à moi. Au lieu d'une connexion directe, j'ai une connexion qui passe par un ensemble d'intermédiaires qui me permettent de cacher l'origine, mais aussi la destination de ma connexion. Imaginons, donc Alice et Bob, pour tous ceux d'entre vous qui ont fait un peu d'informatique, c'est des représentants habituels des systèmes de chiffrage. Imaginons que Alice soit follement amoureuse de Bob, mais beaucoup trop timide pour se faire connaître. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va écrire son mot
elle va le mettre dans une enveloppe à destination de Bob. Ça veut dire qu'elle va le chiffrer avec la clé publique de Bob. Chiffrer quelque chose avec la clé publique de Bob, ça veut dire que seulement Bob pourra le déchiffrer. Tout le monde peut utiliser la clé de Bob, je ne vais pas rentrer dans les détails de clés privées, publiques et autres. Hein. Mais le principe est que seul Bob pourra le lire. Donc elle prend son message, elle le met dans une enveloppe à destination de Bob, puis elle prend une étiquette avec l'adresse de Bob, et elle met ça dans une enveloppe qui est chiffrée avec la clé publique du relais intermédiaire. Je peux évidemment multiplier les relais. Le relais reçoit, il ouvre son enveloppe, donc il la déchiffre avec sa clé privée, il trouve une enveloppe pour Bob, il ne peut pas lire, parce qu'elle est chiffrée avec la clé de Bob. Mais il trouve aussi l'adresse de Bob, donc il sait où il doit envoyer son enveloppe. Bob la reçoit, peut l'ouvrir et la lire. À aucun moment dans ce process, Bob n'a connaissance d'Alice. Je peux communiquer comme ça, sans que l'on ait connaissance de l'origine de la communication. Et le système marche aussi dans l'autre sens, je m'épargne parce que c'est sensiblement plus compliqué, mais la logique c'est la même. Ce sont des enveloppes dans des enveloppes, ce sont des processus de chiffrage en oignon, si je prends l'exemple de Tor. Tor fonctionne comme ça. Tor est en général basé sur 3 relais, un relais d'entrée, un relais central et un relais de sortie. Quand je veux envoyer quelque chose, je le chiffre pour chacun des 3 relais. Puis, chacun des relais déchiffre. Et en fait, n'accède qu'à l'adresse suivante, sûrement par message. Donc là, il le déchiffre, il sait que ça doit aller au deuxième, il le déchiffre, il sait que ça doit aller au troisième, il va déchiffrer, il sait que ça va aller au dernier. Voilà comment fonctionne un darknet. Fondamentalement, il y a des variantes, il y a des systèmes qui sont plus ou moins sophistiqués, mais l'ensemble des darknets est basé sur ce système de mixte. Au lieu de me connecter en direct, je passe par un ensemble de relais, chacun étant caché au-delà du successeur et du prédécesseur immédiat. Est-ce que le darknet est sûr? Est-ce que si je vais sur le darknet, pour des raisons condamnables ou pour des raisons inversement éminemment positives, est-ce que je suis certain d'être protégé? On n'est jamais sûr. On est certain de rien. Ne vous imaginez pas, si vous êtes sur Tor, ou si vous êtes sur Freenet ou je ne sais quoi, que vous êtes totalement protégé. C'est pas vrai. La NSA est capable de cibler Tor, est capable de cibler des gens sur Tor. Simplement, il sera extrêmement difficile pour les services de vous identifier et de déchiffrer vos échanges. Ça veut dire que si vous êtes ciblé, si vous êtes un terroriste potentiel, si vous avez une fiche S, puisqu'on en parle beaucoup et que nos services vous surveillent, il est possible, avec de très gros efforts, qu'ils vous repèrent. Si vous êtes un individu lambda, le risque est quasiment inexistant. Un détail près. La sécurité, c'est quelque chose qui ne souffre pas l'approximation. Je me suis amusé quand j'ai écrit le bouquin, simplement pour démontrer la chose, à monter un petit relais de sortie Tor que j'ai espionné. Voilà le type de choses que l'on peut récupérer. Donc ça, c'est quelqu'un qui se connectait sur le défunt RapidShare. J'ai ici son login et son mot de passe. Pourquoi? Parce que, pardonnez-moi ce côté un peu technique, mais quand vous êtes sur le web, vous avez en général HTTP. Et puis quand vous allez sur votre banque, ça passe en vert, c'est marqué HTTPS. HTTPS, c'est un protocole qui s'appelle SSL, qui est un protocole de chiffrage des échanges. C'est-à-dire que vos données, quand vous allez sur votre banque, évidemment, vous ne voulez pas qu'on puisse intercepter votre numéro de carte bleue ou je ne sais quoi, donc il faut que ces échanges soient chiffrés. Si vous utilisez Tor sans passer par le protocole SSL, voilà ce qu'il en est. Simplement pour illustrer le fait que, aussi puissant que puisse être l'outil, aussi sophistiqué que puissent être les différents logiciels qui sont utilisés, la première faille, c'est et de très loin l'utilisateur. Chelsea Manning est actuellement emprisonné aux États-Unis. Chelsea Manning, donc c'est l'affaire du Cablegate, de Wikileaks, c'est lui qui a envoyé des milliers de télégrammes diplomatiques à Wikileaks. Chelsea Manning s'est fait arrêter parce qu'elle a parlé.
parce qu'elle a parlé à un ami, un soi-disant ami qui l'a dénoncé. Non pas parce que les services ont réussi à remonter jusqu'à elle. Lui, à l'époque, il a changé de sexe entre temps. C'est ça qui est important. Le Darknet, fondamentalement, c'est quelque chose qui est sûr. C'est même quelque chose qui est très sûr s'il est très bien utilisé. Mais le risque de lever l'anonymat est simplement lié aux failles d'utilisation. Je reprends simplement cet exemple rapidement. Pour m'amuser, quand j'ai monté ce relais de sortie, je l'ai monté de manière anonyme. Je me suis connecté à un serveur Checky, j'ai payé ça en bitcoin, en passant par une adresse mail cryptée, enfin j'ai fait tout un pataquès. Mon fouchier, c'était simplement pour m'amuser que je faisais ça. J'ai monté mon truc, c'est pas compliqué, il ne faut pas croire qu'on a besoin de compétences techniques avancées pour faire ça. Et puis un jour, je me suis connecté sur ma boîte mail directement en passant par Firefox, sans passer par toi. C'était fini. À partir de là, mon anonymat était levé. Si jamais une enquête avait lieu, le fait qu'une fois, une seule fois, le fait qu'une fois, une seule fois, je me sois connecté sans prendre les précautions nécessaires, mettait en l'air l'ensemble de tout ce que j'avais fait auparavant. Il est là le risque du Darknet pour ceux qui doivent vraiment rester anonymes. Il faut une rigueur dans l'utilisation sans faille. La moindre erreur est rédhibitoire. Il fiche en l'air tout ce que vous avez fait auparavant. J'ai pas vu le film Snowden qui vient de sortir, mais j'ai vu, et je vous le conseille, Citizen 4, qui est le film qu'avait fait Laura Poitras, un film en temps réel en fait, où elle filme Snowden dans son hôtel à Hong Kong. Et là, on voit les précautions que prend Snowden. Se cacher de la NSA, comprendre qu'on est là dans des conditions extrêmes, est extrêmement difficile. Vous le voyez se mettre une couverture sur la tête pour taper ses mots de passe, vous voyez utiliser des ordinateurs qui ne sont pas connectés à Internet. Ça s'appelle des ordinateurs air-gapped. Un ordinateur qui n'est pas connecté à Internet, ce n'est pas un ordinateur sur lequel je n'ai pas activé mon Wi-Fi. C'est un ordinateur que j'ai démonté, j'ai enlevé la puce Wi-Fi, j'ai enlevé la puce Bluetooth, j'ai éventuellement enlevé le disque dur, parce que dans vos ordinateurs, dans nos ordinateurs, il y a un ensemble de logiciels qu'on ne contrôle pas. Et qui, dans certains cas, on le sait, ont été pénétrés par l'NSA. C'est-à-dire que l'NSA a fait en sorte qu'elle puisse récupérer les informations. Donc le Darknet est sûr, oui, mais si vous êtes extrêmement rigoureux. Trois grands, à savoir Tor, ou Tor comme on connaît Tor, le célèbre Tor, le réseau sulfureux. Donc Tor a été développé par l'armée américaine au début des années 2000. Il s'agissait d'avoir un réseau de communication chiffré, anonyme et surtout décentralisé. Le principe étant, si je casse une partie du réseau, il va continuer de fonctionner. Alors que dans un réseau centralisé, si je lance une bombe sur le data center qui gère tout ça, ça a été repris ensuite par l'EFF, Electronic Frontier Foundation, que vous connaissez probablement, qui est une grande association de liberté numérique au début des années 2000. Actuellement, vous avez entre 2 millions et 2,5 millions d'utilisateurs chaque jour sur Tor. On le sait, puisqu'il est très facile de savoir combien de personnes se connectent. Chaque jour, il y a plus de 2 millions de personnes qui passent par Tor. Alors je veux bien croire qu'il y a 2 millions de trafiquants de drogue, 2,5 millions de terroristes et 2 millions de je sais pas quoi. C'est pas sérieux. Tor est utilisé pour deux raisons. Tor est utilisé d'abord, c'est sa particularité, même si d'autres le permettent, Tor est utilisé d'abord pour aller sur le web ouvert. Avec Tor, je peux aller naviguer sur le site de l'IBE sans problème. Simplement, on ne sait pas que je suis allé sur le site de l'IBE. C'est l'essentiel de l'utilisation de Tor. Ensuite, Tor vous permet d'accéder, et c'est ce qui a fait la une à juste titre, Tor intègre ce qu'on appelle des sites cachés, des sites en .onion. Ce sont des sites qui, eux, c'est là que se trouvent en fait les activités illégales, c'est là que se trouvent les supermarchés de la drogue, des choses comme ça. Il y a quand même 30 000 sites en .onion, c'est pas rien, je vous en montrerai un peu tout à l'heure. Tor, c'est 7000 relais, dont 1000 relais de sortie.
Pourquoi je mets les relais de sortie à part? Parce que le relais de sortie, c'est celui qui semble être à l'origine d'une connexion éventuellement mafieuse. Donc c'est vers celui qui gère le relais de sortie qu'on va se retourner en cas de problème. C'est pour ça qu'elles sont gérées en général par des associations. En France, vous avez nosoignons.net, qui est une petite asso qui doit rassembler, j'en sais rien, peut-être une dizaine de personnes. Ils ont un budget de 10 000 € par an. Et avec ça, ils apportent vraiment à l'ensemble. Maintenant, Tor, c'est 7 000 relais. 7 000 ordinateurs. C'est rien, 7 000 ordinateurs. Le moindre opérateur américain, enfin, opérateurs comme Google, Facebook et autres, gère des centaines de milliers de serveurs. Là, j'ai 7 000 relais. C'est extrêmement peu. C'est ce qui fait dire que la NSA a probablement la possibilité d'avoir une vue un peu globale de ce qui se passe. Une bande passante de 200 gigabits seconde, ça ne vous parle pas, mais un rapide calcul que j'ai fait dans le train en venant m'amenait à estimer très grossièrement, donc à un zéro près, la bande passante du web mondial est quelque chose comme 50 000 gigabits seconde. Autre point important, la bande passante, c'est 200 gigabits seconde. Celle qui est utilisée pour les sites en .oignon, ou pour les sites cachés, c'est 1 gigabit, c'est 1/200e. Donc venir nous expliquer que Tor, ça sert d'abord à aller sur les marchés noirs, alors que c'est 0,5%, 1/200e de la bande passante globale, n'est pas forcément extrêmement pertinent. Et surtout, Tor, c'est d'un usage élémentaire. C'est volontairement d'un usage élémentaire. Le principe d'un Mixnet, c'est de cacher les utilisateurs parmi les utilisateurs. Si je passe par Tor et que mon ami Jean-Philippe Solvay passe par Tor et qu'on n'est que tous les deux, ben, ils sauront qu'on discute, il n'y a pas photo, on est tous les deux dessus. Donc vous n'arrivez à vous cacher que parce que vous êtes noyé dans une masse extrêmement importante d'utilisateurs. Il faut donc que l'usage soit élémentaire pour que les gens puissent y aller sans avoir besoin soit d'y passer des heures, soit d'avoir une formation technique avancée. Vous rentrez chez vous ce soir, vous faites Tor dans votre moteur favori, vous chargez le Tor Browser, qui est un navigateur, c'est la même façon de Firefox. Vous le démarrez et vous êtes sur Tor. C'est pas plus compliqué que ça. Ça s'installe aussi facilement que n'importe quel logiciel, que n'importe quelle appli, même que vous pouvez avoir sur votre smartphone. Autre réseau assez développé, mais là on rentre quand même dans un web qui est un peu plus profond. Freenet. Freenet a été développé par un étudiant écossais, en l'occurrence, avec une finalité politique. Et Freenet reste quand même très largement, la politique reste très largement présente sur Freenet. La particularité de Freenet, c'est que Tor, c'est un web. Vous allez sur le web. Vous pouvez faire un peu d'autres choses, mais fondamentalement, vous allez sur le web. Avec Freenet, vous avez tout un écosystème. C'est-à-dire que vous pouvez échanger des mails, vous pouvez avoir du chat, vous pouvez avoir des forums, vous pouvez avoir des blogs, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Mieux que ça, enfin mieux ou pire, je ne sais pas. Au sein de Freenet, vous pouvez faire en sorte de ne communiquer qu'avec vos amis. Ça s'appelle les réseaux Fat to Friend. C'est pas obligatoire, mais vous pouvez activer cette option. Donc seuls ceux qui appartiennent à votre réseau, seuls ceux que vous avez adoubés, pourront accéder à vos informations. Ça veut dire, pour être parfaitement clair, qu'il est effectivement possible, avec un outil comme Freenet, de construire un écosystème occulte, totalement occulte et complet, avec échange d'informations, mise à disposition d'informations. Évidemment, on peut imaginer tout ce que l'on veut quant à l'usage de cet outil. Freenet est un usage un peu délicat, il n'est pas difficile d'utilisation, mais c'est lent, c'est... Si vous allez sur Tor, vous ferez quasiment, à part que c'est un peu plus lent que le web ouvert, vous ne ferez pas la différence par rapport à un web normal. Si vous allez sur Freenet, on commence quand même à être dans des choses un peu plus difficiles. Et enfin, le dernier grand darknet, ce qu'on appelle I2P, qui est un projet libre, qui connaît une croissance extrêmement forte depuis une dizaine d'années. C'est un peu le même principe que Freenet. Vous avez un écosystème. Maintenant, on est sur 30 000 relais actifs. Il ne faut pas comparer ces 30 000 relais aux 7 000 de Tor. Les 7 000 relais de Tor sont des relais professionnels.
Ça, c'est 30 000 utilisateurs. C'est vous et moi quand on est sur iTunes. Notre bande passante est quand même beaucoup plus faible. Déjà, avec iTunes, pas forcément toujours facile. Mais vous en avez plein d'autres. GNUnet, qui est donc le Darknet du projet GNU. Le GNU, c'est le projet qui est à l'origine de Linux. RetroShare, qui a rien d'autre qu'un système de partage de fichiers. PGP, GPG, c'est pareil. C'est l'outil, donc petit groupe plus l'outil de chiffrage des mails. Paradoxalement, ça j'ai jamais vu, les mails sont ce qui est le moins protégé sur le web. Quand vous envoyez votre mail, un mail à quelqu'un, votre mail il est en clair. Sauf à ce que vous ayez été paramétré un truc spécifique qui est relativement caché, votre mail il est en clair. Google lit, c'est connu, ne s'en cache pas, Google lit vos mails. On va ensuite cibler les pubs qui vont vous envoyer. Pourquoi est-ce que si le facteur ouvre le courrier qui m'amène, je peux porter plainte, je serai outré, alors que si j'envoie un mail, il nous semble naturel qu'on puisse le lire. Donc PGP, c'est un outil qui permet de chiffrer ces échanges mails. C'est le cœur de tout. Le premier message qu'a envoyé Snowden à Greenwald quand il a lancé ses opérations, donc Greenwald à l'époque était connu comme étant un journaliste et juriste très sensible aux problématiques de préservation de la vie privée. Son premier mail disait « J'ai des informations importantes pour vous, installez PGP et je pourrai vous les envoyer ». C'est vraiment le cœur de l'outil de base. BitMessage, c'est un outil qui permet aussi d'échanger de manière chiffrée. BitMessage n'est pas sécurisé comme peut l'être GPG, l'outil est extrêmement présent. OTR, j'en parle simplement une seconde parce que vous utilisez tous Skype, vous utilisez tous... qu'est-ce que c'est, Jean-Philippe, le successeur d'MSN? C'est sur MSN maintenant. Messenger. Messenger, par exemple. Tous ces outils sont des outils qui permettent de communiquer en clair. OTR vous permet de faire la même chose, mais de manière chiffrée. Le célèbre Telegram, on a entendu parler de Telegram. Notre bien-aimé ministre de l'Intérieur nous a expliqué, après les attentats de novembre, que les terroristes utilisent Telegram. Ce qui est très certainement vrai, ce qui est vrai d'ailleurs, on le sait, au moins par rapport à certaines chaînes de distribution Telegram. Telegram, c'est un outil de chiffrage de la messagerie instantanée. Ce n'est pas forcément anonyme, Telegram. Si vous ouvrez un compte Telegram, vous devrez donner votre numéro de téléphone. C'est un outil qui n'est pas apprécié des spécialistes de la sécurité. Mais c'est un outil qui marche bien. Et que les terroristes utilisent Telegram semble maintenant quelque chose d'acquis. Maintenant, je rappelle qu'une semaine après que Bernard Cazeneuve a fait des déclarations en question sur Telegram, le Canard a sorti un très joli papier qui expliquait qu'à peu près la moitié des membres du gouvernement utilisent Telegram. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'échanger de manière chiffrée. Ce n'est pas l'outil qui est en cause, c'est l'usage. Je peux accuser Telegram d'être responsable des attentats. C'est vrai. Mais si j'accuse Telegram, pourquoi est-ce que je n'accuse pas Orange, puisque je suis passé par un téléphone normal à un moment donné? Pourquoi est-ce que j'accuse pas Renault ou Citroën, parce que j'étais au volant d'une voiture? Et pourquoi est-ce que j'accuse pas Total, puisque j'ai acheté de l'essence? Le raisonnement caricatural que je vous fais là, il est pertinent. Pour le moment, personne n'a jamais été capable de me dire pourquoi je devrais condamner Telegram et je ne devrais pas condamner Renault. C'est la même chose, c'est un outil. Ma voiture, je peux m'en servir pour faire des choses profondément condamnables. Comme je peux m'en servir pour sauver quelqu'un que j'ai trouvé en désespérance au bord de la route. Il ne faut pas tout mélanger. Et puis il y en a plein d'autres, je ne vais pas tous vous les citer. Simplement ChatSecure pour une chose. ChatSecure, c'est quelque chose qui a été développé par un projet qui s'appelle le Guardian, qui a pour objet de sécuriser les échanges de smartphones. Quiconque souhaite un minimum d'anonymat
et de confidentialité ne doit pas utiliser le téléphone. Le téléphone portable, c'est la pire catastrophe qui soit. Je reviens encore sur le film de Poitras. À un moment donné, un journaliste du Washington Post sort son iPhone. On avait l'impression que Snowden venait de se faire mordre. Il l'a fait sortir, il lui a fait mettre son téléphone dans le frigo, parce que ça fait cage de Faraday. Le téléphone est quelque chose de dangereux. Donc certains outils cherchent à pallier ça. Alors, le Darknet, pourquoi faire? Le Darknet, c'est un outil au service des milieux interlopes. Le Darknet, c'est un outil au service de la liberté. Et le Darknet, c'est aussi, dans une mesure un peu différente, un outil potentiellement utile pour la préservation de la vie privée. Alors, un outil au service des milieux interlopes. Alors évidemment, si vous allez sur un site en Autonium, c'est un marché noir sur Tor. Bon, voilà un exemple, on en trouve des dizaines. Si on en croit Bernard Debré, il y a 30 000 sites de vente de cocaïne sur le dark web. C'est pas vrai, c'est une fantaisie, il n'y en a pas 30 000, mais il y en a quand même beaucoup. Donc voilà un exemple où là, vous voyez quand même que j'ai 11 000 produits différents, 11 400 produits différents, donc du matériel électronique, c'est du matériel électronique tombé du camion, on va appeler ça comme ça, et c'est bien parce que vous en avez en fonction des marques. Si vous voulez de l'Apple, vous avez le site de vente de produits Apple tombés du camion, Samsung, etc. Évidemment, des offres de stupéfiants. Là, vous avez tout ce que vous voulez, de la cocaïne, MDMA, mais on va trouver aussi ici du LSD pour les nostalgiques des années 70. On va trouver également des fouilles, ça, vous le payez en bitcoin. Attention, les bitcoins ne sont pas anonymes. On peut analyser les bitcoins, il n'est pas simple de remonter une transaction en bitcoin, mais je rappelle que le principe même du bitcoin, c'est de diffuser l'ensemble des transactions. Vous pouvez retrouver n'importe laquelle de vos transactions sur un site internet qui est dédié à ça. Donc ça existe. Et ça marche comme Amazon. Silk Road, qui est le premier qui a vraiment fait du bruit, qui est en 2011, qui a été arrêté 2 ans après, était vraiment basé sur le principe d'Amazon. C'est-à-dire que ce n'est pas Silk Road qui vendait. En fait, ce sont des marchands, comme la marketplace d'Amazon, qui s'affiliaient à Amazon, et puis qui vendaient. Et derrière, vous avez, je ne vous les ai pas mis parce que je veux faire un peu léger, mais vous avez aussi les commentaires clients. Évidemment, il faut évaluer le vendeur, c'est comme sur Amazon. Vous avez des commentaires expliquant que oui, c'était très bien, j'ai été très vite livré, le produit était très bien. Il y a une étude de Christin en 2014, je crois, qui avait montré que plus de 90% des commentaires étaient de 5 étoiles. Donc on retrouve là un écosystème de ce type-là. Alors évidemment, vous allez pouvoir acheter des armes. Voilà, PKK, je ne connais pas grand-chose, pardonnez-moi ce genre de truc. Un 7,65 pour faire flic américain vous coûte 600 €. Et vous pouvez acheter des choses bien plus avancées que ça. Vous trouvez sur Tor ce genre de choses. Vous avez un magasin. Vous avez un magasin, vous avez PrestaShop. Je ne sais pas si ça vous parle, PrestaShop. Vous savez, vous achetez un logiciel qui va vous permettre de vendre en ligne. Vous allez présenter vos produits, et puis vous allez pouvoir encaisser, etc. Et bien, voilà la même chose pour le réseau Tor. Donc, vous pouvez acheter des magasins clés en main. C'est une prestation de service. Vous allez payer un abonnement et vous allez pouvoir avoir votre portefeuille en bitcoin, vous allez pouvoir gérer votre stock de manière intelligente, je ne sais pas ce que je veux dire par là, enfin vous voyez ce que l'on peut trouver. Je peux acheter directement un logiciel qui gère un magasin, en l'occurrence naturellement un magasin de produits illégaux. Vous allez retrouver des offres de services, alors ça aussi ça fait la lune. Vous allez retrouver effectivement des offres de services de hacker. En l'occurrence, il vous propose des choses comme, ça va loin, je fais Dissuasion Business,
ou la vie de certaines personnes. C'est-à-dire que je vais pouvoir hacker une entreprise, je vais pouvoir accéder au mail d'un individu, je vais pouvoir faire croire, en trafiquant le PC de quelqu'un, prendre un exemple extrême qui est réel. On a démontré que finalement la pauvre personne en question était innocente. Faire croire que la personne en question consultait des sites pédophiles. Non, vous accédez à l'ordinateur de X, vous pouvez parfaitement uploader des images de ce type-là. Vous vous débrouillez pour qu'ils se fassent dénoncer d'une manière ou d'une autre. Quand la maréchaussée débarque, évidemment, elle va retrouver ces photos. Et évidemment, elle va vous accuser à juste titre. Il a quand même fallu un certain temps. Je parle de ce cas parce que j'en ai pas eu, mais j'imagine qu'il y en a eu des tas et d'autres. Il a fallu un certain temps pour qu'ils réussissent à se disculper. Vous allez pouvoir acheter aussi tous ces merveilleux logiciels que vous mettez sur le smartphone de votre conjoint ou conjointe, qui vous permet non seulement de suivre ses déplacements, de lire ses SMS, d'écouter ses conversations, mais aussi, quand je dis écouter ses conversations, je parle de conversations téléphoniques, mais aussi écouter ses conversations tout court, puisque vous pouvez déclencher le micro à distance. Souvenez-vous de DSK juste avant les élections, quand il était quand même relativement paranoïaque. Il demandait aux journalistes d'enlever la batterie de leur téléphone avant de les recevoir. Parce que ce type d'outil existe. Et vous pouvez acheter ça en bitcoin pour, je ne sais pas, ça va être du 100 ou du 200 euros. Ce n'est pas quelque chose qui est inaccessible. Alors ça m'a quand même beaucoup surpris. Des offres de tueurs. Là, je vais en copier une. Il y en a un certain nombre, c'est pas extrêmement fréquent, mais donc c'est des tueurs à gages qui vous disent pour 45 000 $, je peux tuer un individu lambda. Et puis pour 900 000 $, bon voilà, c'est quelqu'un qui a 3 ou 5 gars, tout. Il refuse, c'est écrit là-dedans en petit, il refuse les top personnalités. Est-ce que c'est sérieux? Alors j'ai recherché, est-ce que je pouvais trouver des cas d'assassinat qui sont passés par là? Alors je n'ai pas passé beaucoup de temps, hein, dans ma problématique, c'est celle du Darknet en général, je n'ai pas passé des heures à chercher ça. J'en ai pas trouvé. Pour avoir discuté avec une collègue qui est spécialiste du domaine, elle m'a dit que oui, elle a eu connaissance de quelqu'un. Quoi qu'il en soit, c'est effectivement possible. Non, j'ai pas vu d'éval de marchand. Évidemment, vous allez trouver de la propagande. Alors, j'ai pas trouvé beaucoup de propagande. Ça fait beaucoup de bruit dans les médias. La propagande, le Darknet, outil de propagande. Oui, le Darknet est un outil de propagande. Exactement comme si vous vous amusiez à mettre des affiches dans votre cave. Vous faites de la propagande, vous visez la masse. Vous n'allez pas viser les utilisateurs, la minorité d'utilisateurs qui est sur le Darknet. Mais effectivement, on va trouver de la mise à disposition de littérature plus ou moins discutable. En l'occurrence, c'est l'organe de discussion de je ne sais quel groupe suprémaciste. Des choses comme ça. Alors oui, on trouve ça. Le terroriste en groupe. Ou bien le manuel des façons du Israélien. Oui, c'est vrai. Et vous le trouvez relativement facilement. Alors celui qui a écrit Terrorist Handbook explique bien qu'il assume nos responsabilités for any misuse, n'est-ce pas? Je ne sais pas qui a écrit ça. Et oui, on trouve ce genre de choses. Il faut savoir, c'est que ce genre de choses se trouve aussi sur le client. On va trouver des choses comme le manuel de survie du militaire américain. Ça vous donne un savoir-faire qui est quand même potentiellement dangereux. Le manuel de la CIA des trucs dégueulasses. Je ne sais pas, le manuel de survie américain, on sait que c'est vrai. La CIA, je ne sais pas si c'est une fantaisie ou si c'est vrai, mais on va effectivement y trouver des choses assez discutables. Ça commence tout simplement par le sucre dans le réservoir. C'était pas la peine d'acheter un appareil pour le savoir. Enfin, il y a des choses comme ça. Donc oui, ceci existe, c'est certain. Et c'est pour ça que le Darknet doit être, je vais jusqu'au bout, puis après je reviens là-dessus, doit être contrôlé. Vous allez trouver évidemment tout ce qui relève de la théorie du complot. Je vous ai mis celui-là parce qu'il m'a quand même beaucoup fait sourire. Donc on nous explique que la NSA a mis en place un système qui, grâce à des satellites qui
qui envoient des vibrations dans le squelette des cibles et les poussent au suicide. Donc il y aurait des milliers de gens qui se suicideraient grâce à ceci. C'est pas vrai. C'est pas vrai, je crois pas que ce soit clair. Dans la pratique, le contenu du Darknet est infiniment plus diversifié que ça. Là, j'ai fait une petite stat, et on trouve un certain nombre de choses dans la littérature, mais je ne vais pas plus aller trop loin, sur les 100 premiers sites qu'on trouve sur un des grands annuaires de Freenet. Ce que l'on trouve d'abord sur le Darknet, ça vaut aussi pour Tor et pour I2P. Ce sont des sites ou des forums de discussion dédiés à l'informatique. Pourquoi? Parce que le Darknet est une affaire de geeks, et les geeks qui travaillent sur le Darknet échangent là-dessus. L'essentiel du contenu du Darknet n'a rien à y faire. Il serait parfaitement possible de le mettre sur du web ouvert. Donc les blogs personnels, en principe, ça n'a rien de politique, ça n'a rien de légal. On va trouver de la pornographie, pas plus que sur Internet. En revanche, on va effectivement trouver de la pédopornographie. Alors, c'est naturellement l'un des plus gros et des plus dangereux des points noirs du Darknet. Ce qu'il faut savoir, c'est que les choses ont évolué depuis 4 ou 5 ans. La pédopornographie était très présente sur le Darknet, on va dire jusqu'en 2000, 2011. Depuis, elle n'a pas disparu, malheureusement, elle n'a pas disparu. Mais les Anonymous ont lancé une attaque. Alors, les Anonymous n'ont pas forcément fait beaucoup de dégâts, ils n'ont pas les moyens techniques de faire beaucoup de dégâts, mais ils ont attiré l'attention. Ce qui veut dire qu'a priori, ces utilisateurs-là sont descendus un cran plus profond dans le Darknet. Vous ne trouvez pas, il m'est arrivé d'une seule fois de commencer à vous empêcher de faire tout, de fermé. On ne tombe pas là-dessus par hasard, vraiment, ce n'est pas très très particulier. La pédopornographie est très présente sur le Darknet, attention, que les choses soient claires. Mais elle n'est pas accessible directement. Il y a, on va rejoindre en fait, je pense, des réseaux type Freenet, friend to friend, c'est-à-dire que seuls ceux qui ont été cooptés peuvent y accéder. Et puis des choses, du partage de fichiers et des amis. On estime que le trafic, je prends que le cas de Tor parce que c'est celui sur lequel on a le plus de statistiques, parce que c'est celui sur lequel il y a eu le plus de recherches, le trafic illégal représente entre 1 et 2% de l'ensemble du trafic de Tor. C'est rien, 1 ou 2%. Mais ça veut dire qu'il y a quand même 98 ou 99% qui est utilisé pour d'autres choses. Et j'y viens. Darknet, c'est aussi un outil au service de la vie. Aujourd'hui, nous sommes tous espionnés, massivement. Les systèmes de surveillance de masse par les services de sécurité sont massifs. Je reviendrai un peu plus. Le Darknet permet d'échapper à cette surveillance. Premier exemple, Wikileaks. Alors, je sais que Wikileaks est très critiqué actuellement et a priori non sans raison. Il ne reste pas moins que Wikileaks est à l'origine d'un mouvement qui a fait date. Vous avez ici la page de soumission de Wikileaks et qui passe par Tor. Si je dois dénoncer quelque chose, je suis dans un pays totalitaire et j'ai connaissance de telle ou telle action illégale, je peux passer par Wikileaks pour diffuser l'information. Là où Wikileaks est important, c'est qu'en fait, il a fait de très nombreux émules. Maintenant, il y a énormément de plateformes de lancement d'alerte. J'ai le cas ici de French Leaks, donc c'est Mediapart. Le dernier papier publié là-dessus date de 2013. On ne peut pas dire qu'il y a une activité délirante. Il existe. J'ai pris l'exemple du Washington Post, vous allez le retrouver sur le Guardian, vous allez le retrouver sur le New York Times, vous allez le retrouver sur tous les grands médias. J'utilise Secure Drop, qui est l'équivalent d'un Wikileaks, qui est une plateforme de lancement d'alerte. Donc grâce au Darknet, je vais pouvoir mettre à disposition de l'information qu'autrement, je ne pourrais en aucune manière diffuser. C'est important à une époque où quelqu'un comme Deltour, qui dénonce des activités illégales, qui sont des activités d'évasion fiscale, c'est fort heureusement moins grave que ce qu'on a pu voir jusque-là, n'en reste pas moins que c'est illégal. Je rappelle quand même qu'on parle là de centaines de milliards de dollars. Ce garçon,
qui sort d'une école de commerce, a dénoncé ce qui se passait, alors c'est un cas parmi d'autres, si il est jugé, s'il était passé par une plateforme de lancement d'alerte, il aurait pu diffuser cette information de manière anonyme. Les principaux supporters du Darknet, et ça c'est quelque chose que l'on n'entend jamais, perturbe beaucoup, ce sont les grandes associations de journalistes. Le premier supporter de Darknet en France, ça va même un peu au-delà, c'est Reporters sans frontières. Reporters sans frontières met à disposition des journalistes, à disposition du public, vous pouvez y aller charger, ce qu'ils appellent le kit de survie numérique. Le kit de survie numérique, c'est rien d'autre qu'un kit d'accès au Darknet. On va vous donner accès à tort, on va vous expliquer comment installer PGP. Pourquoi? Parce que le journaliste de guerre qui travaille, je ne vais pas citer de pays, mais enfin qui travaille dans un pays quelconque extrêmement totalitaire, doit cacher ses sources. Il doit pouvoir travailler sans mettre en danger les sources avec lesquelles il travaille. Comment voulez-vous faire ça autrement qu'en passant par le Darknet? Le journaliste d'investigation, même dans nos pays démocratiques, l'affaire des fadettes du monde a fait assez de bruit à ce sujet, le journaliste d'investigation, même dans nos pays démocratiques, peut avoir besoin de ces outils. Évidemment, quand Reporters sans frontières a fait ça, c'est d'abord à destination des journalistes de guerre, mais c'est de plus en plus utilisé par les journalistes d'investigation dans nos pays, puisque on sait, et les récentes lois qui ont été votées ne sont pas rassurantes dans le domaine, puisque l'on sait que les journalistes sont surveillés. Vous trouvez la même chose sur le grand centre international anglais de journalisme d'investigation qui met à disposition un bouquin. Là, c'est gratuit, ça. On ne parle que de logiciels open source, c'est quelque chose de gratuit. C'est là-dedans, par exemple, que j'ai appris comment faire un PC ergat, totalement coupé d'Internet. Même chose pour le consortium mondial qui est à l'origine des Panama Papers. Vous ne le voyez pas, mais enfin ici il y a un article Eurleaks pour mettre à disposition du consortium en question des informations en restant anonyme. Ce qui est fondamental selon l'endroit où vous êtes et selon le type d'information que vous diffusez. C'est grâce à ça notamment que sont sortis les fameux Panama Papers il y a quelques temps. Darknet, c'est aussi quelque chose qui est utilisé par les dissidents. Voilà, j'ai pris un exemple qui parle à tout le monde, c'est le cas de la Syrie. Au lendemain des premières émeutes en Syrie, donc là, vous voyez, on est en 2012, on est au tout début, le régime syrien a contrôlé extrêmement fortement Internet. Il y a un groupe qui s'appelle les Télécomics, qui est un groupe extrêmement actif et extrêmement performant, qui ont décidé de mettre à disposition du peuple syrien des moyens de communication. Ils ont commencé tout simplement par sortir du placard, je ne sais pas si vous vous souvenez, au moins les plus anciens d'entre vous, de nos modems 56K, qui étaient libres, quand on les branchait, ils ont ouvert des lignes de ce type. Et puis ils ont fait tout un tas d'actions pour mettre à notamment ouvrir un site auquel on accédait par le Darknet pour que les gens puissent diffuser l'information. Ils ont mis à disposition l'équivalent du kit de survie numérique. Alors ils ont diffusé ça de manière massive, de manière à ce qu'on ne puisse pas distinguer les dissidents de ceux qui sont pro-gouvernement. Ils ont diffusé ça à des milliers et des milliers d'exemplaires. J'ai pris là un exemple d'information que les Syriens ont commencé à faire sortir. Manque d'eau, attaque il y a 2 jours de telle zone à Damas. Le Darknet, c'est un outil au service de la liberté d'information. C'est un outil qui permet de lever la chape de la censure. Cet exemple-là est quand même extrêmement parlant. Mais quand on dit dissidence, évidemment,
les rebelles syriens étaient des dissidents au sens formel du terme, c'est-à-dire qu'ils étaient contre le gouvernement et qui menaient une action qui était condamnable aux yeux du gouvernement. Mais la dissidence, ça ne se limite pas à l'action politique. Vous avez des formes de dissidence qui sont simplement liées à des critères sociétaux. Si vous êtes homosexuel en Russie aujourd'hui, on ne va pas vous emprisonner. Autant que je sache, l'homosexualité n'est pas condamnée. En revanche, vous vous exposez à quelques difficultés. J'ai pris le cas ici de l'Ouganda parce que l'Ouganda est la caricature extrême. C'est que l'Ouganda voulait voter une loi condamnant à mort les homosexuels. Face à la pression occidentale, Kampala a reculé et s'est contenté de la prison à vie. Les communautés homosexuelles ougandaises ont besoin d'échanger comme n'importe quelle communauté homosexuelle. Ils ne peuvent pas, puisque communiquer sur ce domaine-là signifie risquer la prison. Eh bien, il y a tout un tas de forums sur Tor, j'en ai pris un ici, c'est un forum sur Tor, donc dédié aux homosexuels ougandais. Vous allez retrouver également l'équivalent du kit de survie numérique pour la communauté LGBTI, en l'occurrence de l'Afrique subsaharienne. Le Darknet, ça sert aussi à ça. Ces communautés ont, au moins à nos yeux occidentaux, le droit de communiquer autant que n'importe quelle autre communauté. Elles ne le peuvent pas parce que la loi dans le pays en question l'interdit. Le Darknet permet de passer outre cette censure. Le Darknet permet à ces gens, non pas de vivre normalement, mais à tout le moins d'échanger un minimum. Enfin, Darknet, c'est un outil au service de la préservation de la liberté de chacun. Faut que vous compreniez une chose. Donc ça, c'est Prism, hein, c'est les révélations nouvelles. Vous en avez tous entendu parler. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail des révélations nouvelles. Mais comprenez bien qu'aujourd'hui, la totalité ou presque de nos échanges sur Internet est interceptée par les services de renseignement, est interceptée par la NSA, et maintenant, exactement très prochainement, puisque la loi a été votée, sera interceptée par les services de sécurité français. Alors, ma foi, c'est la préservation de notre sécurité, tout ça. Hein. Pourquoi est-ce que je devrais râler contre ces interceptions? Pour comprendre comment ça marche, un système de ce type-là, hein, les interceptions sont automatiques. Ça veut dire que quand j'ai écrit ce bouquin, on connaît un peu le détail de certains logiciels que on a récupéré et puis faire du engineering dessus. Quand j'ai écrit ce bouquin, par définition, je me suis intéressé à des logiciels pour le moins suspects, je suis allé naviguer dans des endroits qui, par définition, ne sont pas particulièrement acceptables par le corps social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, automatiquement, puisque ce sont des interceptions automatiques, et puis ensuite ça passe par des logiciels qui repèrent les mots-clés, qui ensuite vous donnent un scoring de dangerosité. Ça veut dire qu'automatiquement, le volume d'informations que j'échange sur Internet s'est relevé. Notamment, tout personnage, j'ai beaucoup de choses à cacher, ça ne va pas m'empêcher de dormir. Mais est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il est normal que parce que je fais mon boulot, moi je suis chercheur, j'écris un peu sur le Darknet pour diverses raisons, est-ce qu'il est normal que parce que j'ai écrit ça, le volume d'interception dont j'ai fait l'objet se soit relevé? Est-ce que c'est conforme aux critères d'une démocratie moderne? Ça peut rester théorique, mais ça peut aller beaucoup plus loin, ça. Imaginez que, notamment dans mon cas, c'est plus d'intérêt, c'est simplement pour illustrer. Imaginez que j'ai une collection de maîtresses cachées ou je ne sais quoi. Imaginez que les services ne souhaitent pas que l'information que je veux diffuser le soit, parce que ne souhaitent pas que les populations soient informées de ce qui se passe. Les services ont les moyens de faire pression sur moi pour que je ne donne pas l'information que je veux donner. C'est la même chose pour les journalistes, c'est la même chose pour les avocats, c'est la même chose pour les juges. Le fondement actuel
du système d'espionnage de masse est un risque majeur pour l'évolution de nos démocraties. Snowden expliquait qu'il pouvait, depuis son bureau, espionner n'importe qui. Donc vous avez des systèmes d'alerte, hein. Donc je cible Monsieur X. Quand Monsieur X fait telle ou telle chose sur Internet, je reçois sur mon PC une notification, comme ça que vous avez sur vos téléphones portables, hein, qui dit Monsieur X est en train de faire quelque chose, et vous pouvez être branché pour le suivre en temps réel. Il dit je pouvais gérer, mais bon, c'est une reprise de déclaration de Snowden, hein. Je pouvais éventuellement espionner le président si j'avais son adresse mail personnelle. Tout ça pour notre sécurité. Je suis heureux qu'on travaille de sécurité. Je suis naturellement tout aussi sensible que vous aux problèmes de terrorisme, aux problèmes d'insécurité qu'on vit depuis 2001. Il ne s'agit pas de condamner ça. Il ne s'agit en aucune manière non plus de mettre en cause l'intégrité ou la dimension démocratique des gens qui travaillent dans les services de sécurité. Ils sont aussi démocrates que vous et moi. C'est certainement pas des dictateurs en puissance, mais comme le disait Brandeis, qui était juge à la Cour fédérale américaine au début du XXe siècle dans le cadre de l'interdiction de l'alcool. Le plus grand risque pour la démocratie vient des fonctionnaires élus. Parce que je fais quelque chose pensant aller dans le bon sens, mais fondamentalement, j'introduis un risque majeur sur la perte de l'expression. Donc on a le 11 septembre 2001, on a le Patriot Act, la NSA a embarqué, a commencé les opérations, on va dire à partir de 2003, et puis est ensuite monté en puissance. L'American Foundation, qui est un think tank américain, a étudié 225 cas de terroristes liés à Al-Qaïda. Il a montré que dans ces 225 cas, jamais la surveillance de masse n'a permis d'identifier les personnes. C'est parce qu'il y a eu des actions classiques d'infiltration, des actions de surveillance classiques, qu'on a réussi à repérer les gens. Aujourd'hui, 3 ans après les révélations Snowden, jamais, je dis bien jamais parce que c'est important, jamais la NSA n'a été capable de donner au Congrès américain un exemple, un seul exemple, où on a pu arrêter un terroriste grâce à la surveillance de masse. Je parle bien de la surveillance de masse, hein, je ne parle pas de la surveillance ciblée de monsieur machin qui est suspect. Je parle de la surveillance de masse. La surveillance de masse, ça ne marche pas. Un principe statistique que je vais vous épargner, je suis prof de stats, hein, je pourrais m'amuser, qui s'appelle le principe des faux positifs. Ce principe, il fait que, pour faire simple, si la part des délinquants dans la population est extrêmement faible, pour 10 000, et que mon logiciel ne génère que, par exemple, 1% de faux positifs. C'est pas beaucoup, 1% de faux positifs. Alors, la part des faux positifs sera 100 fois supérieure à la part des vrais suspects. Donc, en fait, on rame dans le vide. Les services savent parfaitement. Les services ne demandent pas ça. Barbier, l'ancien directeur de technique de la DGSE, a toujours été très clair sur ce sujet. Il a toujours dit, nous, ce que l'on veut, ce sont des hommes, ce sont des ressources. On sait très bien que la surveillance automatique, que la data, c'est un gros avantage, ça rassure le grand public, mais on sait que ça ne marche pas. Et pourtant, on continue de mener ces opérations d'espionnage massif. Que vous compreniez comment ça marche, où ça va, parce que ça va aussi. Le système est assez proche pour tout ce qui est marketing. C'est qu'actuellement la mode est aux enchères en temps réel. Quand vous allez sur le web, selon ce que vous avez fait auparavant, vous allez recevoir une pub de bagnole, une pub de fleurs, une pub de robe de mariée, ou je ne sais quoi. Tout ça en temps réel, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez sur le web, les grands services marketing étudient votre historique, étudient en fait votre profil, et puis montent des enchères automatiques entre elles, et celui qui gagne, c'est celui qui affiche sa pub. Pour faire ça, il faut quand même une connaissance relativement intime des gens. On a entendu parler de ce fameux père de famille américain qui est allé engueuler le patron d'un supermarché parce que sa fille de 16 ans recevait des pubs pour des produits
grossesse, avant d'apprendre la semaine suivante que sa fille était vraiment enceinte. C'est quand même... Alors que le père soit le dernier au courant n'est pas forcément surprenant, mais c'est quand même un peu surprenant de se dire que, non pas le directeur de supermarché évidemment, mais le système de suivi a permis d'identifier la grossesse de la gamine avant même son père. Ça va loin. Il y a une sociologue américaine qui a voulu l'année dernière cacher sa grossesse au service marketing. Eh bien, le seul moyen qu'elle a eu de faire ça, ça a été de passer par Tor. Pour échapper au big data, je dois me comporter comme une criminelle. L'espionnage de masse, c'est ça. Alors en soi, on pourrait penser... Je m'excuse pour la caricature de 1984, mais elle est volontaire, parce que je ne suis toujours pas trop. Alors on pourrait penser que tout ça, c'est secondaire finalement. On vit dans des pays démocratiques, on aspire un peu mes données. Je vous disais, ça ne va pas m'empêcher de dormir. Malheureusement, les choses sont plus graves que ça. Actuellement, chacun sait qu'il est surveillé. Les gens en ont plus ou moins conscience, mais ils le savent. Les jeunes en particulier mettent la moitié de leur vie sur Facebook, c'est évident, mais en même temps savent qu'ils sont surveillés. La conséquence en est qu'ils commencent à se censurer. Donc vous savez que vous êtes surveillé, vous vous auto-censurez, c'est mécanique, vous n'en avez même pas forcément conscience. Vous évitez de dire des choses sur Internet, vous évitez d'écrire des choses que vous pensez sur Internet. Vous commencez à vous auto-censurer. Un corps social qui s'auto-censure est un corps social qui perd toute capacité d'innovation. Est un corps social qui progressivement va vers la stagnation. Parce que l'innovation, la capacité de faire des choses nouvelles, c'est par définition la capacité d'exprimer une forme de liberté. Si je m'auto-censure, alors je ne vais plus laisser libre cours à mon imagination. Alors je vais perdre une partie importante de la créativité qui est la mienne. On pourrait penser que j'exagère quand je dis ça. Malheureusement, toutes les études montrent que ce n'est pas le cas. C'est ce qui m'amène à la citation de Deleuze au début des années 90. Foucault, Deleuze, la société disciplinaire, tous nos anciens études, etc. Expliquait au début des années 90 qu'on va vers ce qu'ils appellent la société de contrôle. La société de contrôle, c'est une société au sein de laquelle on n'assure pas l'ordre social par la discipline, par l'enfermement, mais on assure l'ordre social par le contrôle immanent, par le contrôle permanent, par le contrôle systématique de l'activité de tout un chacun. D'où ma référence à 1984. En 1984, souvenez-vous, vous avez le télécran. Dans chaque appartement, il y a un télécran qui permet de surveiller les gens. Mais le télécran, il n'est pas allumé en permanence. Il n'y a pas tout le temps un fonctionnaire qui est en train de vous espionner. Mais à tout moment, il peut y avoir un fonctionnaire qui est en train de vous espionner. Donc à tout moment, vous ne savez pas si vous êtes espionné. Donc à tout moment, vous vous auto-censurez. Si on entend Deleuze, cette phrase est quand même assez forte, mais bon, c'est Foucault. Face aux formes prochaines de contrôle incessant en milieu ouvert, il se peut que les plus durs enfermements nous paraissent appartenir à un passé délicieux et bienveillant. Si on contrôle tout ce que je fais, peut-être que je préférerais à la limite être emprisonné plutôt que de perdre totalement ma liberté d'action, voire ma liberté de penser. Et il terminait ce papier en disant « L'important sera peut-être de créer des vacuoles de nos communications et des interrupteurs pour échapper au contrôle. » Actuellement, l'explosion de la surveillance de masse, je vous certifie que je ne suis pas un crypto-anarchiste. Je suis prof dans une grande école de commerce, économiste, machin. Je ne suis pas là pour tenir des discours qui sont dénués de sens. Mais le mouvement que l'on suit actuellement, le danger actuel, c'est celui de la mise en place progressive d'une forme de dictature molle et insidieuse. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les États ont la possibilité de surveiller l'ensemble de leur population. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un système de sécurité peut savoir, et de manière intime, conférer l'exemple de la gamine enceinte,
peut savoir de manière intime ce que fait chacun des individus au sein de la population. Pour moi, et c'est une réalité objective, ça, pour moi, le Darknet, c'est d'abord et avant tout ça. C'est d'abord et avant tout l'un de ses interrupteurs, l'une de ses valeurs. C'est un moyen, c'est l'un des rares moyens dont on dispose pour échapper à cette surveillance des masses, pour échapper à un système qui progressivement, on en est loin, que ce soit clair, mais le risque est là et l'absence de conscience des populations pose un problème. C'est un des moyens d'échapper à cette dérive majeure de nos systèmes démocratiques que l'on vit depuis 2000 ans. Là où auparavant, pour vous espionner, j'avais besoin de la signature et de l'accord d'un juge, c'est quand même la base du principe de séparation des pouvoirs dans les démocraties contemporaines. Maintenant, je n'ai plus besoin de ça. Maintenant, je peux, moi, service de renseignement, espionner n'importe qui, quand je veux, comme je veux. Je suis Snowden, c'est-à-dire que je suis un fonctionnaire de la NSC, forcément un fonctionnaire particulièrement doué, je peux cibler qui je veux. J'ai ainsi un moyen d'action sur l'orientation générale du corps social qui est unique dans l'histoire de l'humanité. C'est pour ça que l'expression Darknet n'est pas la bonne. Malheureusement, c'est celle qui a pris le dessus. Le Darknet, oui, c'est dark, et par certains côtés, je vous l'ai montré, les trafiquants de drogue, les kits de changement d'identité. Si jamais l'envie vous vient de changer d'identité, vous pouvez acheter un kit de changement d'identité. Tout ça, ça existe. Mais tout ça, c'est marginal au regard, d'une part, de l'ampleur, en pourcentage, je vais l'expliquer, mais surtout au regard de l'ampleur des enjeux sociaux, des enjeux sociétaux, que pose la généralisation de la surveillance des masses. Je vous remercie. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, si on va boire un coup, je ne sais pas comment c'est organisé. Oui, il y a un moment pour 10 minutes à peu près de questions. Alors, si vous avez des questions, je vous écoute. Quand on utilise Tor, quand vous avez, au début, vous avez montré une copie écran et vous avez pompé le login et le mot de passe d'un utilisateur. Du coup, ça implique qu'il n'y a pas forcément de sécurité. Donc, si demain je veux utiliser Tor et que je me connecte à mon adresse email Gmail, qu'est-ce que ça donne? Ça veut dire que quelqu'un d'autre peut éventuellement récupérer mes... Attention, deux choses. Là, ce que j'ai voulu montrer, c'est le mauvais usage de Tor. C'est-à-dire le fait de ne pas utiliser un protocole HTTPS quand on va sur Tor. Alors je vous rassure, le Tor browser, il a tendance à l'activer automatiquement. Mais si vous n'avez pas cette précaution, effectivement, on sait qu'un grand nombre de relais de sortie sont contrôlés par les Russes, certainement un grand nombre qui sont contrôlés par les essais aussi, donc peu importe. Si vous n'avez pas cette précaution de chiffrer vos échanges, donc d'utiliser le même protocole que celui que vous avez avec votre banque, oui, je peux tout espionner. Alors après, autre question, vous utilisez Tor pour aller sur Gmail. Alors, Gmail n'est pas forcément le bon exemple, même si Google maintenant accepte, semble-t-il, la création de boîtes mail via Tor. Je n'ai jamais réussi. Ils disent que oui, mais moi, chaque fois que j'ai essayé, ça ne marche pas. Enfin, admettons que ça fonctionne. Si vous utilisez Tor, vous créez une adresse Gmail, xyz@gmail.com, et que systématiquement, vous passez par Tor quand vous allez sur cette adresse Gmail, vous prenez les précautions d'usage, votre système d'exploitation est à jour, vous passez par HTTPS pour faire un Gmail obligatoire, etc. Alors, Google ne pourra pas relier le xy@gmail.com à monsieur X ou à monsieur Y. Donc ça marche, mais il faut être prudent dans l'usage qu'on en fait. Il y avait une autre question devant. Merci pour cette présentation déjà. Vous nous avez montré un certain nombre de copies d'écran avec du contenu. Je voulais savoir comment est-ce que l'information est structurée dans le Darknet. C'est-à-dire si on lance un browser Tor, il y a des moteurs de recherche tels qu'on connaît Google, ou comment est-ce qu'un utilisateur...
Alors, ce qu'ils cherchent potentiellement. si vous allez sur Tor, je ne dois pas avoir d'exemple Tor ici, mais je peux vous en montrer un autre. Je ne sais pas comment il va sortir. Voilà. Ça, alors bon, je ne suis pas zoomé. Contrôle. Voilà. Excusez-moi, je n'utilise pas Windows, vous en doutez. Et là, je m'en sers pour faire simple, donc je suis nouveau. Voilà, ça, c'est la page d'accueil d'un annuaire sur Freenet. Donc voilà, j'ai ici un ensemble, c'est comme un annuaire, comme vous trouvez ici, j'ai quelques centaines de sites. Donc oui, vous allez trouver des annuaires comme ça sur Tor. Le plus célèbre s'appelle Hidden Wiki. Donc il faut le trouver, mais on trouve le reste relativement facilement sur le ClearNet. Et depuis le Hidden Wiki, vous allez avoir accès à des centaines de sites cachés, des sites légaux, comme des sites illégaux. Si vous cherchez les supermarchés de drogue, vous allez les retrouver sur le Hidden Wiki. Et puis il y a plein d'annuaires de ce type. Donc l'information ici, sur la partie dark web, la partie web du darknet, est structurée comme elle l'est sur le web, avec 5 ans de retard. Quand même l'impression d'être sur un truc un peu vieillot. Mais la structure est assez proche. Donc là, vous avez tout ce que vous voulez. Bon, ça c'est Freenet, donc c'est relativement politique, mais vous allez avoir des liens avec des choses extrêmement amusantes ou au contraire glauquissimes. Je suis tout. Le Darknet, l'un des premiers papiers qui a fait sensation sur le Darknet, c'était par un journaliste avec un J minuscule de Marianne, qui titrait son papier sur le Darknet sur l'art d'éviscérer son voisin sans engager la viande. Parce qu'il avait trouvé sur le Darknet un bouquin qui s'intitulait l'art d'éviscérer son voisin sans engager la viande. Et c'est vrai, moi je n'ai pas cherché celui-ci, mais je suis tombé sur un bouquin qui s'appelait L'art de choisir la bonne fille à manger. Alors j'ai parcouru les 10 premières pages et puis après j'ai arrêté parce que vraiment il y a des limites à ce que l'on peut supporter. Mais c'est délirant. En fonction, simplement pour vous situer les choses, en fonction du morceau que vous visez, on va vous donner l'âge de la fille à sélectionner. Est-ce que c'est sérieux ce truc-là? Franchement. Est-ce que vraiment il y a des gens qui utilisent ça? Mais oui, ça existe. Et vous allez trouver des choses comme ça. Voilà, un manuel. Mais vous allez trouver également, voilà, le parti pirate. Le parti pirate n'est pas un parti pirate. Enfin, vous connaissez le parti pirate. C'est un parti qui a pignon sur deux et qui a un message politique, contestable ou pas, peu importe, enfin qui est un message légal. Vous trouvez énormément de choses. Vous allez trouver, si vous parcourez ces pages-là, vous verrez que 80% pourraient parfaitement être sur le ClearNet. Je naviguais un peu en venant dans le train, je suis tombé sur le journal d'Anne Frank. Exposition, c'est du piratage, je pense qu'il est libre maintenant. Il y a justement une controverse comme ça. C'est une controverse dessus. Sur y a-t-il toujours un traducteur ou pas, ou est-ce que des éléments qui ont été ajoutés dans les éditions par les ayants droit repoussent. Enfin voilà, on peut trouver ça. Ce qui n'est pas condamnable, c'est notre plaisir. Aller sur le Darknet n'est pas compliqué, du moins Tor est effectivement extrêmement simple. Aller sur les réseaux cachés de Tor nécessite un peu de pratique. Vous passez une demi-heure à chercher, à coller un peu, comprendre comment y accéder. Mais c'est pas difficile. Les autres sont et vous allez avoir un mode de navigation qui ne se désire pas, télécharger, visualiser, faire ce que vous voulez. Autre chose? Est-ce qu'on ne verrait pas un usage pour les entreprises du Darknet? Alors, oui. Comme je suis très social et pas très entreprise, c'est vrai que j'en ai pas très parlé. Il y a un usage central pour les entreprises. Merci de la question. Les entreprises ont besoin, je ne l'ai pas mis, mais vous savez que l'espionnage économique fait partie des missions officielles des services de sécurité de tous les pays. Alors si je suis Thales, si je suis Airbus,
parfois, j'ai les moyens de me payer des systèmes spécifiques qui vont me coûter quelques millions ou quelques dizaines de millions. Mais si je suis une PME, si je suis une start-up, si je suis un avocat, puisque je parlais avec un avocat juste avant le début de mon intervention, j'ai les moyens de me payer ça. Or, j'ai besoin malgré tout de cacher mes échanges, parce que l'espionnage économique est infiniment plus présent qu'on ne peut le penser. On a un nombre d'exemples absolument gigantesques où des marchés ont pu être perdus parce que de l'information avait fuité, notamment sur des appels d'offres. N'importe quelle PME unipersonnelle peut passer par le Darknet pour dissimuler, cacher, rendre de manière confidentielle ces échanges. Dans ce cas-là, on a rarement besoin de l'anonymat. Ça peut être le cas si j'essaie de nouer des relations avec telle ou telle entreprise et que les concurrents peuvent le regarder. Fondamentalement, c'est surtout la problématique de la confidentialité qui se pose dans ces cas-là, plus encore dans le cas des avocats. Il faut que je chiffre mes échanges. Et là, je peux le faire d'une manière sûre. Attention, hein, les systèmes de chiffrage sont inviolables. Alors, ça va me faire hurler quand je dis ça. Et pourtant, c'est vrai. Les principes mathématiques, le principe de la décomposition en facteurs premiers, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est inviolable. C'est une réalité mathématique. On ne sait pas, on saura avec les ordinateurs quantiques, mais pour le moment, à ma connaissance, ça ne marche pas. On ne sait pas casser ça. Dans la pratique, ce n'est pas si simple, parce qu'il y a la problématique de l'implémentation, c'est-à-dire de la mise en œuvre de ce système mathématique. Et là, il peut y avoir des failles. Quelles pourraient être? Mais sinon, oui, la NSA a un projet qui s'appelle Bullrun, qui est connu, hein, qui est doté de 250 millions de dollars, qui a spécifiquement pour mission d'affaiblir les systèmes de chiffrage. C'est pour ça que TrueCrypt s'est arrêté, c'est comme ça qu'ils ont voulu mettre Zimmerman en prison, ils ont parlé de le créateur de PGP en prison, mais ils n'ont pas réussi. Donc ça fonctionne. Alors les entreprises qui veulent protéger, et c'est discuter avec la strate de l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui eux sont infiniment plus pointus que moi là-dessus, c'est des techniciens qui connaissent les problématiques économiques extrêmement bien, tous vous expliqueront qu'il faut que vous chiffriez vos échanges. Parce que la quantité d'informations qui est espionnée par votre concurrent, pas par les services, est infiniment plus importante qu'on ne pourrait le penser. Il est relativement facile, puisqu'on est sur le Darknet, pour un patron plus ou moins honnête de passer un accord avec tel ou tel hacker sur le Darknet pour qu'il aille récupérer les informations qu'il y a sur le serveur de votre boîte. Donc oui, c'est un outil aussi au service de la préservation de la confidentialité dans les échanges économiques. Il est important que les décideurs économiques en prennent conscience. Utiliser GPG, c'est simple comme tout. On a une petite appropriation qui peut demander une demi-heure, enfin qui va vous laisser un peu perplexe pendant une demi-heure, et puis c'est tout. Mais derrière, vous avez la certitude, puisque les échanges sont chiffrés avec un clé du destinataire, que personne ne peut accéder à ces échanges. Et les décideurs économiques doivent absolument être sensibilisés à ce sujet. Je dirige actuellement un grand mémoire. Le grand mémoire, c'est le travail de fin de. C'est le travail de fin d'études de nos étudiants sur le Darknet avec précisément cette orientation lutte contre l'espionnage économique. Le souci, c'est pour ça qu'il est important que l'on diffuse l'information, c'est que l'image qui est donnée du Darknet est totalement antinomique avec ces enjeux. Il ne vient à l'idée donc un patron de se dire je vais passer par le Darknet. Alors que vous lui dites il faut que tu chiffres tes échanges, et tout de suite. Donc ce biais qui est lié d'une part au goût des journalistes, de certains journalistes, pour le sensationnel, qui est lié d'autre part à l'écran de fumée. Alors, je ne veux pas qu'on interprète mal quand je parle d'écran de fumée de la part de Cazeneuve. Les frontières de service de sécurité font
Mais quand on dit que les terroristes ont corrigé la guerre grâce au Darknet, c'est simplement un écran de fumée caché qu'il y a eu un échec. Parce que c'est facile de dire ça au peuple. Le Darknet, évidemment, ça parle, ça n'a pas de sens. Mais ça parle. C'est politiquement un message qui est extrêmement facile à faire passer. Et la conséquence en est que les populations, du coup, ne connaissent pas les côtés éminemment positifs du Darknet, la capacité du Darknet à contribuer à régler les grands enjeux qui ont émergé avec le développement de l'Internet, notamment au niveau des entreprises, bien sûr. Souvenez-vous du pillage de Gemalto par les NSA, je n'invente rien. C'est une bonne démonstration de la profondeur des systèmes d'espionnage. Et penser que ça se limite aux grandes entreprises, c'est se tromper. Bien au contraire, l'innovation vient majoritairement des startups. Les Google Co se sont après le développement initial, se sont développés en intégrant des startups, en rachetant des startups, qui n'étaient plus vraiment des startups une fois qu'elles avaient été rachetées, le nombre de centaines de millions de dollars qu'elles payaient, mais bon. Or, ces startups ont besoin de Alors, est-ce qu'à votre connaissance, des grandes entreprises, justement comme Google, comme Microsoft, ou je pense à Mark Zuckerberg, dont on avait dit qu'il avait s'était bêtement fait prendre sur ses identifiants de je ne sais plus quel compte, utilisent justement ce genre d'outils, le Darknet, etc., pour protéger, je Vous dirais... parlez de Monsieur Google ou vous parlez de la société Google? La société et ses représentants éminents. Alors, la société Google, j'en sais rien, mais il est extrêmement probable que, oui, Google c'est un as en matière de sécurité, hein, c'est le top du top, ils sont vraiment très bons. Si vous hackez Google, il faut vous accrocher. Donc oui, ils ont des réseaux qui sont des réseaux sécurisés. Mais les individus, le patron de Google, c'est la même chose que Telegram tout à l'heure. Telegram est condamné parce qu'utilisé par des terroristes, effectivement c'est un usage tout à fait condamnable, mais Telegram est massivement utilisé par nos ministres. Même chose, Eric Schmidt et compagnie utilisent très certainement des systèmes d'échange chiffrés, et eux plus encore, compte tenu de la sensibilité des informations qui sont susceptibles d'être utilisées. Donc si je comprends bien, le seul tort de cette pauvre Mme Clinton, c'est que personne n'a eu le bon goût de lui expliquer qu'LGP existait finalement. Ah ouais, enfin... On ne fait pas ça quand on est ministre. Je suis désolé, je suis comme beaucoup d'entre vous un peu perturbé par ce qui s'est passé il y a 15 jours, mais on ne fait pas ça quand on est ministre des Affaires étrangères. C'est ça, je me C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ils ont des systèmes extrêmement sécurisés, c'est le gouvernement américain, c'est certainement les mieux sécurisés du monde, avec les Chinois et les Russes. On ne fait pas ça. Après. C'est une faute individuelle, comme vous le disiez tout à l'heure. Ah, c'est clairement une faute, il n'y a absolument aucun doute. C'est au bout du secret. C'est aussi, ça rejoint un peu Telegram et les ministres. Si les ministres utilisent Telegram, c'est parce que ils ont à échanger des choses confidentielles, mais aussi parce qu'ils ne veulent pas que leurs collègues les espionnent. Madame Clinton est réputée pour être un peu, très secrète, et peut-être un peu parano, je ne sais pas. Elle a voulu se cacher mieux. Je ne comprends pas qu'on l'ait laissé faire ça. Du moment où vous passez par un serveur privé, vous êtes infiniment, même s'il est bien réglé, même si vous avez des experts à disposition, vous êtes infiniment moins sûr que si vous passez par des réseaux gouvernementaux qui sont sécurisés par construction. Autre chose, c'est bon? Une dernière peut-être. Question. Donc si le Darknet est si facile d'accès, les parents qui sont dans la salle peuvent supposer que certains de leurs adolescents sont peut-être allés se promener sur Tor ou ailleurs. Ouais. Il le réciproquement, mais c'est faut pas penser que les enfants sont particulièrement plus sensibles et plus sujets aux activités illégales que leurs parents. Et en général, eux, ils font des petites bêtises, alors que les parents, quand ils font des bêtises, c'est moins... Voilà. Merci à tous. Merci à vous. Merci.